L'actualité est de plus en plus agitée, que ce soit en France, en Europe ou même au niveau mondial. Et on voit que les tensions qu'il y a en interne, on parle évidemment de la France actuellement, mais en interne aussi en Europe, les tensions que l'on a aux États-Unis, les tensions que l'on a après au niveau géopolitique, eh bien, ont ravivé certaines matières premières, dont l'or. Et ici, je vous ai déjà fait des vidéos récemment sur l'or et sur une hausse très très forte de l'or. Mais pour pouvoir parler un petit peu plus de ça et notamment parler d'autres matières premières que l'or, eh bien j'ai invité quelqu'un que vous connaissez maintenant et qui vient régulièrement sur ma chaîne, c'est Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous les abonnés. Alors, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Philippe Béchade est rédacteur en chef des chroniques Agora. Et puis, il est également animateur d'une chaîne YouTube qu'on appelle les Inforruptibles, enfin l'Inforruptible, pardon. Et donc, les chroniques Agora, juste, sponsorisent cette vidéo. Et l'un des avantages que vous avez avec les chroniques Agora, c'est que si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, eh bien, vous allez pouvoir avoir un rapport spécial sur les marchés haussiers des métaux précieux, l'or et l'argent, pour rien vous cacher. Et vous allez aussi avoir accès à 5 conférences, 5 modules de conférences menées par Philippe Béchade et puis d'autres représentants des chroniques Agora sur les thèmes des métaux précieux et notamment de l'or et de l'argent. Voilà, je me suis pas trompé, Philippe. Ouais, on peut même ajouter que cette fois-ci, on a même fait appel à des experts extérieurs, mais qui sont alors vraiment incontestables dans leur domaine et ce domaine particulier. Voilà, donc on a demandé également à des spécialistes qui ont d'autres angles que le nôtre, et vous constaterez qu'on arrive à peu près aux mêmes conclusions avec des parcours et des approches différentes. Alors, on va commencer par l'or parce que donc ce qu'on a constaté quand j'ai fait 2 autres vidéos récemment, le mois dernier sur l'or, et ce que l'on constate, c'est que l'or est en train d'aller de record en record. Alors, ce qui m'aurait intéressé, c'était votre vision des choses, c'est-à-dire que est-ce qu'on va de record en record actuellement sur l'or à cause des tensions géopolitiques qu'il y a, ou est-ce à cause des banques centrales qui sont en train d'engranger de l'or? Quelle est votre vision de ça? Les raisons profondes qui font qu'on a actuellement une augmentation de l'or qui est tellement importante qu'on en entend parler maintenant dans la presse quotidienne, quoi. Donc ça devient, enfin de la presse grand public. Donc ça devient vraiment un phénomène très très fort. Alors, la hausse des métaux précieux, c'est quelque chose que j'ai pronostiqué dès le printemps 2021. En fait, lorsqu'on a explosé littéralement les limites que se fixent les banques centrales des 2% ou autour de 2% d'inflation, et que lorsqu'on est passé à 3 puis à 4, on nous a servi l'élément de langage. C'est une inflation transitoire. Elle était tellement transitoire qu'elle a atteint pratiquement les 10% en Europe et quasiment autant aux États-Unis. Et on est maintenant sur 2 ans et demi entre 20 et 25% de hausse de l'inflation, mais je devrais dire plutôt entre 20 et 25% de perte de pouvoir d'achat de nos devises, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a imprimé de l'argent, tellement d'argent, sorti juste des ordinateurs de la BCE et de la Banque centrale américaine, de l'argent qui servait à combler des besoins de financement, parce qu'on avait arrêté les économies. Donc cet argent qu'on a injecté, c'était pas de l'investissement, c'était pas pour produire de la richesse, c'était pas pour produire la nouvelle génération d'intelligence artificielle générative, c'était vraiment pour boucher des trous. Et les États-Unis, ils y vont fort, puisque depuis juin 2023, ils en sont à 10 milliards de dollars de dette supplémentaire, non pas par semaine, non pas par mois naturellement, mais par jour.
Oui, par jour, vous entendez bien, 10 milliards par jour. Alors, ça fera, si on poursuit au rythme actuel, ça fera 3600 milliards de dettes supplémentaires pour les États-Unis en un an, pour un PIB qui est de 28 000 milliards. Autrement dit, on va avoir injecté pratiquement 10% de PIB aux États-Unis sous forme de dette pour générer combien de PIB supplémentaires? 1,3 au rythme annuel. Autrement dit, actuellement, on imprime, enfin, la Fed imprime 6 dollars pour créer 1 dollar de PIB. La France, de son côté, est également sur une très très mauvaise trajectoire. Non pas que sa dette ait dépassé les 34 500 milliards comme aux États-Unis. On est à un peu plus de 3 100. Sauf que, on n'arrive pas à produire de richesse et la dette que l'on crée est uniquement là pour financer le train de vie de l'État et notre modèle social, contre lequel je n'ai, moi, pas d'objection particulière, sauf que on ne met pas en face les moyens de le financer. Si on avait un puits de pétrole ou du gaz, on pourrait même se montrer beaucoup plus généreux avec les chômeurs, beaucoup plus généreux avec les retraités, beaucoup plus généreux avec tout le monde. Le problème, c'est pas la générosité, c'est que on le fait avec de l'argent qu'on n'a pas. Et mettez-vous à la place des détenteurs de dollars avec 10 milliards de plus par jour de dette, ou en France, on ne produit que de la mauvaise dette, et en plus de ça, on a maintenant, là-dessus se greffe une incertitude politique. Mettez-vous à la place du détenteur d'euros, il se dit, bon, quoi, la France est peut-être en difficulté, la BCE, elle va faire ce qu'elle doit, c'est-à-dire, quoi qu'il en coûte, elle sauvera la France. Elle l'a déjà fait pour l'Italie. La France est encore plus critique que l'Italie, donc il est certain que la BCE va venir peut-être monétiser la dette française si les choses se passaient mal. Alors, c'est pas encore le cas, mais on voit quand même que depuis les résultats du scrutin législatif européen le dimanche 9 juin, la dette française voit déjà son écart par rapport au Bund se creuser de 15, 16, 17 points en l'espace de 48 heures. À ce rythme, on sera bientôt, je ne sais pas, à 30, 40 points de plus. Si on va vers un spread OAT-Bund qui dépasse les 100 points, on sera vraiment dans une situation de crise. Actuellement, on est déjà à 66. Une semaine auparavant, on était à 49 points après la dégradation de la dette française. L'écart entre le Bund et l'OAT s'était même réduit. C'était un paradoxe. On avait dit, bon voilà, c'est le fait accompli. Donc là, cette dérive est évidemment très, très alarmante. Pour quiconque détient de l'euro, on ne sait pas où on va. Donc on préfère détenir peut-être autre chose. Et alors le dollar, la trajectoire est absolument, là, elle est cosmique. Donc moi, je me mets à la place de pays qui ont des excédents, Japon, Chine et quelques autres. Dès que je rentre de l'euro ou du dollar, parce que j'exporte beaucoup vers ces deux zones, je m'empresse de les transformer en autre chose. Or, il n'y a pas un choix infini pour avoir des actifs de réserve solides, bien costauds. Il y a le franc suisse, mais c'est petit, la Suisse. La couronne norvégienne, encore beaucoup plus petit. Dollar singapourien, encore plus petit. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a comme actifs de réserve naturels, historiques, 5 millénaires de bons et loyaux services? C'est l'or et l'argent. Oui, ce qui explique que les banques centrales, notamment on a vu la Banque centrale de Chine fait des achats actuellement en or gigantesques en fait. Si je ne me trompe pas, je crois que... par une banque centrale depuis peut-être 50 ans. Et si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est principalement les banques centrales qui font rentrer de l'or actuellement. C'est-à-dire que c'est pas tellement des... Enfin, là vraiment, Philippe, vous pouvez me contredire parce que je suis pas aussi spécialiste que vous, mais il me semble que ce sont principalement les banques centrales qui actuellement font rentrer de l'or et pas excessivement les particuliers, en fait, qu'on voit beaucoup d'or acheté, mais plutôt du côté des banques centrales. Alors, structurellement, quand on parle des achats de l'Inde,
qui a longtemps été le premier acheteur d'or physique, devant la Chine, devant tous les autres pays, bon, pour des raisons culturelles. Ça a toujours été un peu partagé, banque centrale et achat des particuliers. La Chine, eh bien, évidemment, nous a stupéfiés. Les achats de la PBOC, c'est plus de 230 tonnes en 2023. On se disait, là, ils y sont allés très fort. Peut-être que début 2024, ils vont se calmer un peu. Ils se sont pas calmés. Ils ont acheté en un trimestre, le premier trimestre 2024, autant d'or que pour surtout le second semestre de l'année précédente. Donc, ils continuent d'en acheter. Mais le phénomène nouveau, c'est que le Chinois se met à son tour également à acheter de l'or. Eh ben oui, la crise de l'immobilier est passée par là. L'épargne des Chinois, 70% c'était de l'immobilier. Ça s'appelle un peu mettre tous ses œufs dans le même panier. Bah, les mêmes règles, elles s'imposent partout sur la planète. À un moment, quand on a trop d'immobilier, qu'en plus de ça, l'immobilier, les prix de l'immobilier commencent à se torcher, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter pour se garantir au moins une stabilité de notre épargne, etc. Sans oublier qu'en plus de ça, les Chinois qui sont soumis à des contrôles d'échange, ils peuvent pas sortir de la Chine avec 40 000 $ et aller dépenser chez LVMH ou Hermès. Bah, quelques petites pièces d'or bien discrètes, ça prend pas de place. Et vous rajoutez facilement 10, 15 000 équivalents dollars ou euros. Voilà. Et vous pouvez aller à l'étranger avec un petit peu plus de marge de manœuvre. Mais c'est surtout que après s'être rué sur l'immobilier, les Chinois en reviennent naturellement. Et aujourd'hui, au lieu d'acheter un deuxième, troisième appartement, on va peut-être acheter un deuxième, troisième lingot. Et donc, la Chine rafle absolument tout l'or qui est fondu en Suisse, parce que la Suisse, je dirais pas qu'elle a le monopole sur la fonte de l'or, mais ils sont quand même, on va dire, les principaux fournisseurs de lingots quadruple neuf, vous savez, 999,9. Vous pouvez donner aux fondeurs suisses de l'or 9 carats, 14 carats, ils vous fondent tout ça. Ils enlèvent tous les métaux légers, et ils gardent évidemment l'or pur, et ils en font du 999. Et donc, la Chine achète tout, mais l'Inde aussi, et la Turquie aussi. La Turquie est un gros acheteur. Alors, vous imaginez, en plus ça, avec 70%, 72% d'inflation en rythme annuel, vous avez aussi des Turcs qui en achètent. Voilà. Et vous avez également la Pologne, qui est un gros acheteur. Vous avez le Kazakhstan. Enfin, je pourrais vous citer des tas de pays qui achètent de l'or, soit parce que ils sont exportateurs et puis que ils rentrent du dollar et de l'euro qui leur brûle les doigts. Et puis peut-être qu'il y en a qui achètent de l'or, comme la Chine, l'Inde, etc., parce qu'ils imaginent éventuellement que une fois qu'il n'y aura plus de confiance dans le dollar ou l'euro, peut-être qu'on s'orientera vers un nouveau système monétaire international. Et avec quoi le garantir? Depuis 5000 ans, la seule monnaie qui a toujours inspiré confiance, ça a été l'or. Alors même si on considère que c'est la relique barbare, etc., trouvez-moi quelque chose qui, sur 5000 ans, a fait ses preuves, n'est la dette de personne, on ne peut pas l'imprimer, et tout le monde, sauf ceux qui ont des concepts extrêmement sophistiqués de la monnaie, des circuits financiers, peuvent vous dire qu'on peut se passer de l'or. Mais quand vous allez dans des pays où il y a eu des pics d'inflation, des monnaies qui ont été divisées par 10, par 100, etc., ceux-là, ils savent que la seule vraie garantie, c'est l'or. Donc, universellement, sauf pour des gens qui sont très sophistiqués dans leur raisonnement, l'or pourrait s'imposer au cas où le système monétaire actuel basculerait, et parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent détenir du dollar ou de l'euro comme monnaie de réserve, et c'est compréhensible. Et ça serait une volonté des banques centrales asiatiques, Inde et Chine notamment, de pouvoir après créer leur propre monnaie.
remplacer le dollar avec une monnaie BRICS ou c'est fantaisiste comme parce qu'on entend beaucoup ça. On entend beaucoup que l'idée qu'auraient les BRICS, c'est de se défaire du dollar parce que ça serait pour eux un vestige de la domination américaine. Et donc se débarrasser du dollar et créer une sorte de monnaie BRICS. Et ça serait une des raisons pour lesquelles ils prennent un maximum d'or actuellement. Est-ce que ça, c'est pour vous un fantasme ou ça pourrait être une des explications? Je dirais que c'est presque une explication qui a un fondement historique extrêmement fort, tout simplement parce que généralement la monnaie de réserve mondiale, c'est celle de l'empire le plus puissant. Alors, pas seulement militairement, il faut aussi être le plus puissant économiquement. Donc, on a eu successivement le franc or. On a eu le souverain, enfin les pièces d'or britanniques de l'époque victorienne, etc. Parce que l'Empire britannique était le plus puissant au monde, était la première puissance économique, puis s'est fait supplanter par les États-Unis qui avaient également un dollar or adossé alors jusqu'en 1971, où la décision a été prise de désarrimer l'or du dollar, enfin le dollar de l'or plutôt. Les États-Unis menaient une guerre coûteuse au Vietnam. À un moment, ils ne pouvaient plus prétendre que ce qu'ils avaient comme or en réserve, ça permettait de couvrir le surcroît d'endettement que leur coûtait la guerre. Donc ils ont décidé de désarrimer. Le jour où ils ont décidé de désarrimer, on préférait forcément détenir l'or plutôt que le dollar, puisqu'on savait que le dollar, ils allaient en imprimer. On n'imaginait pas que ça allait prendre les proportions que ça a pris après 2009 avec les quantitative easing, et alors encore moins avec le Covid, où on est passé en mode quoi qu'il en coûte. Mais ce qui est le plus phénoménal, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis impriment encore plus de dollars en 2024. On ne nous parle pas de crise, qu'en 2020 et 2021, quand on avait arrêté l'économie et on disait bon bah allez hop, il faut que la Fed solvabilise le système, sinon on est tous morts. Et aujourd'hui, on imprime plus de dollars alors qu'on n'est pas en crise qu'on en imprimait en 2020 quand tout était à l'arrêt. Enfin, on voit bien qu'il y a un truc qui va pas du tout. Et donc, quand on est bien instruit de l'histoire et qu'on a vu le franc or et puis la livre or, puis le dollar or, ils ont chacun eu 50, 70 années de règne. Ben maintenant, l'usine du monde, c'est la Chine. Si vous ajoutez l'Inde, si vous ajoutez des pays d'Asie du Sud-Est et l'Indonésie, ben ils sont loin devant en termes de production industrielle, ils sont loin devant en termes de détention des matières premières, que ce soit le pétrole au Proche-Orient ou même en Indonésie, tous les métaux dont nous avons besoin pour la transition énergétique, ils sont aujourd'hui sur le territoire des BRICS. Hein, la Russie, je vous fais pas un dessin. La Russie, c'est 50% par exemple du titane. Si vous n'avez pas de titane, vous ne fabriquez plus un avion. Il n'y a plus de train d'atterrissage, il n'y a plus de voilure, etc. Donc, le dollar, il est complètement supplanté déjà sur le plan économique. La Chine exporte à elle seule presque autant que les États-Unis et l'Allemagne en produits finis. Et la plupart des produits finis, c'est grâce à des pièces détachées qui viennent de la Chine. Donc il y a un moment où la logique, c'est que la monnaie de référence mondiale, ça doit être la monnaie de la zone qui a le leadership économique. D'accord. Et du coup, pour en revenir à l'or, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est que voilà, on a atteint un moment 2400 $ l'once d'or, ce qui est à peu près 2200-2300 euros. Tous les journaux parlent de l'or. Est-ce que, enfin tous les journaux, j'exagère, mais on en entend quand même beaucoup parler dans la presse, même grand public. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça continue à monter ou
est-ce qu'on peut craindre un retournement de situation sur l'or? Est-ce qu'on n'est pas rentré un peu dans une exagération, dans une bulle, oui, qui ferait que bon bah voilà, ça va se dégonfler parce que c'est monté de manière. Moi, ce qui m'a inquiété en fait sur l'or, j'ai bien compris pourquoi ça montait. J'ai bien compris tout ça, je l'ai parfaitement compris. Ce qui m'a inquiété, c'est deux choses. D'abord, quand les taux d'intérêt des banques centrales ont augmenté, ça n'a pas baissé. Alors qu'en principe, en économie, si les taux d'intérêt des banques centrales montent, l'or baisse. Voilà, c'est quelque chose de normal. Et là, c'est pas arrivé. Donc, c'est déjà une première inquiétude. Quand il y a des choses anormales qui se passent, ça me gêne parce que on a beau avoir l'impression que tout est neuf, des milliers d'années d'expérience font que, voilà, tout n'est pas neuf, quoi qu'on en dise. Donc, c'est la première chose qui m'a inquiété. D'autre part, quand on arrive comme ça à des pics, je me demande tout le temps, est-ce qu'on n'est pas devant un moment où voilà, ça va redescendre tranquillement, comme c'est monté. Donc, quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? Bien. Alors, la première objection, il y a quelque chose de contre-intuitif. Dans une hausse de l'or, en parallèle avec les taux d'intérêt. L'or n'apportant aucun rendement, on a tendance à privilégier évidemment l'actif qui a le meilleur rendement, soit le bon du trésor, rendement sans risque, des émissions obligataires du secteur privé avec davantage de rendement, ou alors des actions avec encore plus de rendement, enfin, supposément. Oui. Mais en fait, on va revenir encore plus aux fondamentaux. L'or et l'argent montent quand il y a risque d'inflation. L'inflation étant soit la flambée des produits qu'on achète, bon, parce qu'à ce coup, il y a une ruée, il y a un effet d'entonnoir, et le prix du gaz triple, quadruple, le prix du nickel double en quelques jours. Bon, là, c'est ce qu'on appelle vraiment, là, il y a une bulle sur des actifs, et bon, ça nous coûte plus cher, mais ça ne remet pas en cause le pouvoir d'achat global. C'est-à-dire qu'avec votre dollar ou votre euro, vous êtes toujours capable d'importer des pièces, enfin des semi-conducteurs de Taïwan ou de Chine, du soja du Brésil. Là, vous n'avez pas perdu de pouvoir d'achat. Vous avez perdu votre pouvoir d'achat juste sur un ou deux actifs qui sont frappés d'inflation. Mais vous avez l'autre inflation qui est que là, votre monnaie, elle perd du pouvoir d'achat contre tous les actifs et tous les produits que vous importez. Donc, vous achetez évidemment avec moins de francs suisses, moins de couronnes norvégiennes. Les semi-conducteurs vous coûtent plus cher. Tous les métaux nécessaires à la transition énergétique vous coûtent beaucoup plus cher. Vous perdez du pouvoir d'achat surtout le néodyme, le cuivre, les aimants permanents, parce que votre monnaie est en train de chuter. C'est ça qui se passe. Mais alors là où on arrive vraiment au scénario du pire, c'est quand non seulement votre monnaie perd de son pouvoir d'achat, mais qu'en plus de ça, vous avez une économie qui va reposer sur des matières premières dont le prix va forcément augmenter parce que nous-mêmes avons décidé de faire une transition énergétique et qu'il va falloir du cuivre, du nickel et autres métaux rares, alors qu'on pourrait très bien faire sans. On a déjà le nucléaire, on pourrait se passer d'éoliennes, on pourrait se passer de panneaux solaires, mais non, on a décidé qu'on allait baisser la température du globe de 1,5%, ce qui n'est jamais arrivé quand la planète subissait un réchauffement par hausse de l'activité solaire. Bref, on se fixe des buts complètement idiots, mais on s'y tient. Et donc, on va acheter plus de métaux qui sont déjà rares et qui vont se renchérir avec notre devise qui perd de la valeur parce qu'on en imprime des tombereaux, on extrait du dollar et de l'euro de l'air ambiant. Donc là, c'est la double peine. Donc là, vous pouvez toujours monter les taux autant que vous voulez. Le risque que vous avez à détenir du dollar et de l'euro n'est pas du tout rémunéré par
un rendement de 5% sur le dollar ou de 4% sur l'euro. Parce que si vous créez 10% de masse monétaire en plus aux États-Unis, c'est 10% qu'on devrait vous donner comme rémunération et pas 5. Donc à partir du moment où vous considérez que le rendement qu'on vous sert non seulement ne vous protège pas, mais qu'en plus de ça, si d'un seul coup l'emprunteur se montre aussi généreux, c'est peut-être parce qu'il est à l'agonie, ou pas loin de l'être. Là, vous vous dites, alors là, si je vais acheter des bunds, des OAT, je vais peut-être prendre du très court, enfin du très court sur l'OAT, hein, principalement. Je vais pas prendre du risque sur 5 ans, sur 10 ans. Hein. Je veux bien toucher mes 5% ou mes 4% là pour les 6 prochains mois, parce que là, j'y vois à peu près clair. Mais me faites pas acheter du dollar pour en mettre de côté pour les 10 ans qui viennent. Hein. Non, là, je marche plus. Hein. 10% de masse monétaire en plus en l'espace d'un an aux États-Unis. Voilà. Donc, à un moment, les taux d'intérêt, ils sont presque le symptôme que ça va très mal. Hein. D'accord. Donc, c'est une incitation, évidemment, à détenir un actif qui est anti-fragile, anti-inflation. Et si, en plus de ça, les BRICS se disent, maintenant qu'on est numéro 1 et de loin, sur le plan de la production, sur le plan de l'extraction des matières premières et de l'énergie, parce que si vous rajoutez l'Arabie Saoudite et des tas de pays qui veulent rentrer dans les BRICS et qui sont producteurs de pétrole, comme par hasard, vous avez là maintenant des pays non dollars, non euros qui se disent mais pourquoi on continuerait d'utiliser du dollar alors que nous, entre nous, on a les bonnes devises pour commercer. D'ailleurs, le pétrole, maintenant, l'Arabie a renoncé, mais son engagement à ne vendre son pétrole qu'en dollars tombait, je sais plus, fin mai ou début juin 2024. Hein. C'est quelque chose d'historique. C'est un accord qui datait de 74 et on est arrivé au terme des 50 ans. Ça veut dire que maintenant, l'Arabie Saoudite n'est plus obligée de vendre son pétrole en dollars, mais peut le vendre en yuan, en roupies indiennes, ce que vous voulez. Donc si on n'a plus besoin du dollar, mais comment les États-Unis vont se financer? Ils ne se financent que parce qu'on avait besoin de dollars pour acheter du pétrole. Voilà, l'Arabie Saoudite et d'autres pays peuvent décider de commercer entre eux sans passer par le dollar, sans peut-être même passer par leur propre devise, parce que chacune a un destin un peu différent. La seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, que ce soit l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Kazakhstan, la Turquie, c'est l'or et l'argent. Si on échange notre pétrole, notre gaz, notre titane, notre cuivre avec un standard or, au moins on sait ce que ça vaut. Alors qu'en roupie, oui, c'est pas évident en roupie. On sait pas ce qui va se passer. Bon, Narendra Modi a été élu, il est majoritaire, la stabilité est garantie maintenant en Inde, mais on aurait pu avoir une situation peut-être plus chaotique. Donc, la seule chose sur laquelle tout le monde est prêt à s'entendre hors euro et hors dollar, c'est l'or. D'ailleurs, les échanges entre la Chine et la Russie, leur base, leur référent, c'est l'or. Il manque plus que la devise adossée à l'or qui sera adoptée par l'ensemble des pays de la planète. Comme la livre a été adoptée, puis le dollar et Next. Next, ça sera probablement une devise asiatique, panasiatique ou BRIC. Voilà, mais tout le monde s'accorde bien sur le fait que l'or, c'est la seule chose qui met tout le monde d'accord. Et du coup, on est effectivement sur l'idée qu'on a de bonnes chances de vous continuer à voir l'once d'or progresser dans les années qui viennent. Mais oui, alors j'ai gardé en page de fond la petite question que tu posais. Est-ce qu'on est dans une vie? Ça vient déjà de beaucoup progresser. Oui. Il faut se souvenir qu'à partir du moment où les États-Unis mettent un terme au standard dollar-or, l'or passe de 100 à 800 dollars. Hein, de 73 à 81, multiplié par 8.
On est à 230 dollars autour de 2002-2003 quand la bulle Internet explose. Et d'un seul coup, les gens se disent, mon Dieu, je peux perdre 70% de mon épargne en quelques mois avec ces dot-com. Peut-être que j'arrête les conneries. Et je vais être un peu d'immobilier et je vais acheter de l'or. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où d'un seul coup, on se dit, il faut pas être que sur des dot-com? L'or passe de 230 dollars à 1930 dollars. Il est multiplié presque par 6. Et là, on repart depuis 2015 avec des politiques de quantitative easing, puis après ça, de quoi qu'il en coûte Covid. Puis alors maintenant, je ne sais même pas ce qu'on va invoquer aux États-Unis pour les plus 10 milliards par jour. Là, l'or, il part de 1660. En imaginant même qu'on soit pas multiplié par 10, comme de 74 à 81, ou qu'on soit même pas multiplié par 6, comme de 2002 à 2011, même si c'est multiplié par 4, 4 fois 6, 24, fois 4, 24, ça nous fait une once d'or à 6500 dollars par rapport au point origine qui est 1660. C'est comme ça que je vois les vagues et c'est comme ça qu'historiquement les choses se déroulent. Donc une fois qu'on a franchi les 2003, donc déjà 10 fois son prix de 2002, hein, mais c'est que le début de l'histoire. 2003, c'était juste une référence. On l'a testé une fois, une deuxième fois, puis hop, là on est passé au-delà. Donc qu'est-ce qui va arrêter la hausse de l'or? Vous avez confiance dans le dollar et l'euro? Vous pensez que le dollar et l'euro vont redevenir des devises qui sont le reflet d'économies saines et pas endettées? Donc, moi, je me contenterais d'un x4 sur l'or par rapport à 1600 et quelques. Vous voyez? Et si c'était x10? Il serait déjà x4, ça serait beau, mais oui, d'accord. Voilà, bon, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra pas forcément dire que l'or fait x4 en francs suisses, en couronne norvégienne ou en yuan chinois. C'est pas ça que ça veut dire. Ça voudra dire que nous épargnants, si l'or fait x4, ça veut peut-être dire que notre pouvoir d'achat sera divisé par 4. Une situation de crise où d'un seul coup l'inflation repart 6-10% par an et que là on peut plus monter les taux parce qu'on sait que les États seraient ruinés si on devait aligner les taux sur le taux d'inflation, ça serait la faillite immédiate des États. Donc on est pris. Si l'inflation redémarre, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Donc la multiplication par 4, par 6, par 10 de l'or, ça dit pas forcément que l'or est multiplié par 10 en roupies indiennes ou en yuan chinois, mais ça veut dire que nous, on doit le payer beaucoup plus cher, comme les Turcs. Les Turcs, ils sont à 70% d'inflation par an, ça s'accélère, hein. On était à 50%, maintenant on est à 70%, ça veut dire que pour un Turc, l'or, il a triplé en l'espace de 3 ou 4 ans. Voilà, le Turc qui a acheté de l'or, il a quand même sauvé une bonne partie de ses économies. Et s'il a acheté une belle maison près d'un beau spot touristique, il loue sa maison l'été, il fait une très très bonne affaire. Il a sauvé aussi son épargne. Mais le Turc qui a pas de capacité d'épargne, lui, il est laminé par l'inflation. Voilà. Donc tous ceux qui ont les moyens d'avoir de l'or ou de l'immobilier, ils le font. Et regardez, du point de vue turc, comment l'or est c'est totalement stratégique d'en détenir en tant qu'épargnant. D'accord. Et alors, il y a un autre métal précieux que moi je connais mal et dont on parle moins, c'est l'argent. Tu l'as cité plusieurs fois tout à l'heure. Donc l'argent, en fait, comment ça fonctionne? Pourquoi? Je pense que la plupart des gens ont une mauvaise connaissance de ce métal précieux. Il est mis complètement au second plan par rapport à l'or. Est-ce que l'argent a le même effet de réserve de valeur que peut l'avoir l'or et le même effet anti-inflation que peut l'avoir l'or, ou est-ce que c'est complètement différent? Alors historiquement, je te réponds oui. D'ailleurs, pour ça qu'on a pressé beaucoup de pièces d'argent. La France, jusque dans les années 70,
frappait des pièces de 10, 50 francs, argent, la fameuse pièce Hercule. D'ailleurs, je conseille à ceux qui peuvent en trouver d'en détenir. Hein. En ce qui concerne le 10 ou le 20 francs Turin, qui est lui antérieur à la Seconde Guerre mondiale, le titre d'argent de la pièce, il est que de 60%. Donc, il vaut mieux avoir une pureté à 85-90%. Mais bon, pourquoi pas, hein, peu importe la façon dont on détient des pièces d'argent, de toute façon, ça va bien sûr beaucoup moins se déprécier que de l'euro ou que du dollar, ou du dollar canadien. Là, c'est pareil, le Canada émet des pièces qui s'appellent les Maple Leaf, qui ont cours légal. Alors, vous pourriez aller faire vos courses avec une pièce de 1 dollar argent, etc. Théoriquement, on devrait vous la prendre. Donc, l'argent conserve dans certains pays cette fonction de monnaie libératoire par lequel on peut régler ses achats. Pourquoi a-t-on imprimé plus de pièces d'argent que d'or? Bien sûr, parce que l'argent est moins rare que l'or. Bien sûr. D'accord. L'argent, il est également plus solide en tant que métal que l'or. Et il a, avec l'or, cette propriété d'être un excellent conducteur. L'or en est un meilleur que l'argent, c'est bien connu. Mais vous avez déjà des performances avec l'argent qui sont fantastiques. Il y a pour ça qu'on tapisse les panneaux solaires de films d'argent qui captent l'énergie et la restituent. C'est le meilleur conducteur qu'on pouvait utiliser pour des panneaux solaires sans évidemment que ça nous coûte des fortunes, parce que si on mettait évidemment des capteurs avec de l'or, ça serait encore plus performant, mais à un prix de revient absolument insupportable. Donc l'argent pour les panneaux solaires, et on a décidé qu'on allait tapisser les pays occidentaux de panneaux solaires, il n'y a que l'argent. Les besoins vont se chiffrer en centaines de tonnes par pays. Donc, ce métal industriel va forcément être très demandé. Et en ce qui concerne la valeur de réserve pure, là, si je veux pas transformer mon argent en panneau solaire ou en microprocesseur, tout le monde reconnaît également la valeur de l'argent. Alors, préciser quelque chose qui est important, c'est que historiquement, il y avait un ratio or-argent. L'once d'argent valait dans l'Antiquité, valait à peu près 1/20 de l'once d'or. On dit il fallait 20 onces d'argent pour acheter une once d'or. Et puis au début du XXe siècle, le ratio est monté à 60 onces d'argent pour acheter une once d'or. Et en 2023, à un moment, il fallait 100 onces d'argent pour acheter une once d'or. C'est-à-dire qu'on avait de l'argent à 18 $ l'once et de l'or à 1800. Et ce ratio est incroyable. Donc, on devrait revenir progressivement vers une moyenne historique. Donc là, on est en train de revenir déjà sur 80, mais a priori, le bon ratio serait plutôt situé autour de 60. Donc, ça veut dire que si l'once d'or prend 10% de plus, qu'on va maintenant à 2005, on devrait voir l'argent, lui, prendre plutôt 25-30%. Passer donc de 30 à 38-39 $ l'once. Voilà un petit peu comment les choses devraient fonctionner. Et je ne vous parle même pas de la pénurie d'argent, puisque chaque année, il se consomme beaucoup plus d'argent qu'on en extrait de la croûte terrestre, ou qu'on en recycle. Et on tient, pour l'instant, on arrive à tenir les prix assez bas grâce au stock du LME qui sont en train de s'épuiser. Et la preuve... Le LME, c'est... Le LME, c'est le London Mercantile Exchange, qui a des réserves d'argent physique. Il y en a d'autres dans le monde, des réserves, mais ces réserves sont en train de s'épuiser. Et je demande, par exemple, à ceux qui nous écoutent, faites l'expérience. Allez dans une boutique numismatique et de vente de achat hors argent et essayez de trouver un lingot d'argent.
Essayez de trouver une pièce d'1 kilo d'argent. Ça existe aussi, hein, les Chinois en produisent, les Australiens en produisent. C'est devenu introuvable. Ça veut dire qu'il y a bien aujourd'hui une pénurie de physique que l'on ne lit pas dans le cours de l'argent, puisque ce cours est falsifié grâce au marché dérivé, au marché à terme, où on peut vendre des contrats à argent, de l'argent qu'on n'a pas, et en priant pour qu'il n'y ait pas en face quelqu'un un jour, une Chine ou une Inde ou je ne sais quel autre pays qui dit « Ah ben c'est très très bien, là vous m'avez vendu 10 000 contrats à argent, eh ben, au lieu de me contenter de gagner quelques dollars entre le prix d'achat de mon option et le prix où je pourrais la revendre, je vais vous demander maintenant de me livrer le physique. Voilà, vous devez me livrer 1000 tonnes d'argent à la fin du mois. » Personne ce jour-là, ne serait en capacité de livrer. Donc tout ne tient que parce que pour l'instant, il y a plus de spéculateurs que de gens qui veulent vraiment se faire livrer l'argent. Mais on est au bord de ce qu'on appellerait un corner. Si d'un seul coup, il y a un gros qui dit « Très bien, ok, vous me vendez du contrat décembre à 31 $ l'once. Livrez-les-moi fin juillet. » Ben là, c'est game over. D'accord. Donc on a deux possibilités actuellement sur les métaux précieux. C'est à la fois l'or et l'argent, en fait. L'argent devient vraiment un métal précieux sur lequel on peut être intéressé, d'autant plus qu'il n'a pas vraiment connu encore le rallye qu'a pu connaître l'or. C'est l'idée ou... L'or est à son record à 2310, 2350, qui sait, peut-être bientôt 2500, qui était la première cible. Mais l'argent est encore loin de ses sommets historiques. On peut encore aller à 38 sans problème. Et on ne sera pas encore sur des niveaux records. Donc l'once d'argent à 50 $, c'est pas extraordinaire. Hein. Il faut 32 onces pour faire un kilo d'argent. Bon, 32 fois 5, ça fera 1500 € le lingot d'argent. Rien d'extraordinaire, hein. D'accord. Alors, alors tout ça, je le dis à ceux qui nous écoutent, hein, vous avez des choses encore plus détaillées que ce que l'on dit là dans le rapport spécial sur les marchés haussiers pour les métaux précieux. Hein, si vous cliquez dans le lien, le rapport est gratuit, hein, donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien et tous les chiffres qu'a pu donner Philippe Béchade et même d'autres, vous pourrez les lire dans le rapport qui est très complet. Si on est intéressé par le fait d'acheter de l'or ou de l'argent, donc l'or, j'en ai déjà beaucoup parlé, l'argent c'est la première fois parce que c'est vraiment pas quelque chose dont on a l'habitude de parler en général. Si on est intéressé pour acheter de l'or et de l'argent, comment est-ce qu'on s'y prend? On va sur le physique, on va sur des ETF, on va sur voilà. Est-ce que physique, ETF, enfin argent papier et or papier ou métal bien solide et bien réel? Alors, vous savez qu'en France, nous avons le syndrome de la fiscalisation de tout ce qu'on peut détenir, de tout ce qui peut éventuellement rapporter une petite plus-value. Donc, si on achète de l'or ou de l'argent en France, on va être taxé. Soit taxé forfaitairement à 10% sur la quantité d'or qu'on détient, ou on va être soumis à la flat tax sur la plus-value qu'on a pu réaliser sur des pièces ou des lingotins d'or ou d'argent. Alors, du côté de l'argent, il y a quand même des pièces et des lingots qui ont cours légal. Autrement dit, on ne les considère pas comme du métal ou de la pièce de collection. Une pièce de collection, vous faites une plus-value, paf, le fisc qui vous attend là, il est prêt à vous taxer. Si vous détenez une pièce d'argent qui a cours légal, c'est son cours qui augmente. Vous ne serez pas taxé sur la différence. C'est comme si vous avez eu
hein, le flair d'acheter du franc suisse il y a 3 ans, avant qu'on fasse une sorte de all-in monétaire aux États-Unis et en Europe, bah, vous avez gagné 15% sur le franc suisse, vous n'allez pas être taxé sur la plus-value latente sur votre franc suisse. Voilà. Donc, je conseille effectivement de détenir en physique des pièces d'argent qui ont cours légal. Voilà. D'accord. Il y a les détails dans le rapport, hein, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Pour les pièces d'or, bah, il y a aussi des pièces d'or qui ont cours légal, comme le Krugerrand, hein, voilà. Donc ça, c'est la monnaie sud-africaine. Ils extrayaient de l'or, ils ont imprimé des pièces d'or en quantité, c'est normal. Si on sort maintenant des pièces ayant cours légal, on revient donc à des choses classiques. Napoléon, Union latine, Vrenli, puis après ça des grosses pièces, hein, l'once d'or, $20, 50 pesos mexicains, etc. Ben là, faut en trouver, hein. Je vous assure, on commence à avoir du mal à se faire livrer. Et si vous avez vraiment l'intention d'en acheter, ben évidemment, le faites pas forcément rue Vivienne à Paris, ou dans le quartier de la Bourse à Lyon. Achetez-le en Suisse, achetez-le en Belgique. Si vous êtes aux Émirats, vous avez carrément des distributeurs de lingotin. Mettez votre carte bleue et vous sortez avec un lingotin d'or. Alors on espère que dedans c'est pas du plomb, mais voilà. Je pense que ça doit être certifié quand même. Donc vous pouvez même acheter de l'or à Dubaï, qui a pour l'anecdote, qui a une vraie légitimité, parce que le souk de l'or de Dubaï, il est très ancien, il date de plusieurs siècles. Moi, je l'ai visité. Alors, vous ne trouvez pas beaucoup d'or 24 carats, hein, c'est souvent du 14, etc. Mais il y a une vraie tradition de l'or à Dubaï, parce que Dubaï commerçait beaucoup avec l'Inde ou le Pakistan. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de Pakistan, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire que ça commerçait beaucoup avec ces zones-là. Et donc, les Émirats, pour acheter de l'or ou en vendre, facile. Voilà. D'accord. Si vous y allez, puis bon, bah alors, votre Napoléon, votre Union latine ou votre pièce de $20, elle vaudra le même prix partout sur la planète, hein, Australie, Pérou, Kamchatka, où vous voulez. Ça a un cours qui est connu partout. Hein. Alors que le diamant, je vous souhaite bonne chance pour arriver à obtenir une valorisation de votre diamant en fonction des pays où vous vous déplacez. Donc l'or et l'argent, pas de problème, en physique. Alors après ça, si c'est de l'or papier, bah, détenez à ce moment-là des ETF. D'accord. Voilà. Alors vous pouvez pas demander la conversion, hein, naturellement, mais la plupart des ETF sont libellés en dollars. Donc, si le dollar perdait de la valeur ou l'euro perdait de la valeur, vous vous rattraperez quand même sur la valeur du sous-jacent. Vous ne pouvez pas vous le faire livrer, mais vous avez quand même la protection. Voilà. Il n'y a pas un risque que ce soit qu'il y ait beaucoup plus de papier que d'or physique? Alors, l'ETF, c'est différent. Comme c'est pas exerçable, on n'est pas dans la problématique que je décrivais à propos de l'argent, où vous pouvez créer autant de contrats à terme ou les vendre fictivement. L'ETF, il est vraiment adossé à l'évolution du physique. Bah, comme l'ETF Bitcoin, etc., ou l'ETF CAC 40, il réplique l'évolution du CAC. Donc l'ETF réplique l'or ou l'argent, ça me va bien. Et puis bien sûr, la troisième façon de détenir de l'or indirectement, c'est de se dire je détiens aussi ceux qui ont de l'or sous leurs pieds, c'est-à-dire des consortiums miniers qui ont des concessions, qui exploitent des gisements dont on connaît à peu près la teneur. Donc on connaît leur seuil de rentabilité, on sait combien d'onces ils ont encore à exploiter. Bon, il y a toujours une marge d'incertitude, mais enfin, vous arrivez plus ou moins à savoir qu'il leur reste encore 2 millions, 3 millions d'onces à exploiter. Donc vous savez à peu près combien ils vont pouvoir gagner dans les 10 prochaines années. Sachant que si l'or va à 3 000, 4 000, 5 000, il y a des consortiums miniers qui vont faire fortune. Alors pour l'instant, c'est pas trop le cas parce que le problème des consortiums un petit peu anciens, c'est qu'ils ont connu une longue traversée du désert, une période de vache maigre où leur coût de production était souvent supérieur au prix de l'once d'or sur le marché spot.
Donc, ils avaient pris l'habitude de couvrir leur production pour être sûr de rester au moins rentable sur ce qu'ils avaient sorti de terre. Donc, maintenant que l'or s'envole, ils sont obligés de livrer ce qu'ils ont prévendu à un prix prédéterminé. Et une fois qu'ils seront plus couverts, là, ils vont encaisser 100% de la différence. Donc, il y a un petit temps de retard avant que le consortium minier bénéficie à plein de la hausse de l'or. Et puis, vous avez une dernière catégorie qui sont ce qu'on appelle les juniors. Alors, eux, ils ont des concessions, donc légalement, ils peuvent exploiter, mais ils savent qu'à $1 900, ils sont pas rentables, ils savent qu'à $2 000, ils sont pas rentables. À 2050, ça devient intéressant. $2 100, on se retrouve comme les vieilles majors il y a 2 ans. Eux, ils étaient rentables avec 50, $100 de marge par once produite. Nous, à 2100, on devient rentable. À 2300, on commence vraiment à sourire. À 2004, on débouche le champagne. Et au-delà, on devient les rois du pétrole, si j'ose dire. Donc, pour des sociétés qui n'ont pas encore commencé vraiment à exploiter parce que c'était pas rentable, mais qui eux ne sont pas couverts puisqu'ils n'avaient rien à couvrir, si l'or se met à flamber, c'est eux qui vont encaisser 100% de la gratte sur chaque once qu'ils vont extraire du sol. D'accord. Oui, donc il y a pas mal d'argent aussi de ce côté-là. Oui, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a un rattrapage à attendre de la part des mines qui pour l'instant reste décevante par rapport à l'évolution de l'or ces derniers mois, mais bien sûr pour des raisons un petit peu historiques que j'explique. D'accord. Mais alors tout ça, je dis à nos auditeurs, vous pouvez avoir vraiment plus de détails même sur des ETF qui sont cités ou des mines qui sont citées dans le rapport spécial. Si vous cliquez dans le lien qui est dans la description, et puis vous avez donc les conférences, oui, c'est des conférences. Ce sont des conférences avec des spécialistes. Ça dure une quarantaine ou une cinquantaine de minutes et chacun vient défendre une approche. Moi, vous avez eu la mienne aujourd'hui, mais vous avez d'autres spécialistes qui vont également venir vous expliquer le marché de l'or sous d'autres angles. Et vous allez voir que tout ça finit par concorder et qu'il n'y a pas de contradiction entre les approches des divers spécialistes qu'on a réunis. Voilà. Donc, cliquez sur le lien qui est dans la description si vous voulez avoir accès à tout ça et allez regarder vous-même ces différents spécialistes ou le rapport spécial pour en savoir plus sur l'or et sur ce marché de l'or qui actuellement et de l'argent aussi, parce que moi, on a l'habitude de parler de l'or, mais dans le rapport spécial et parmi les spécialistes, on parle aussi beaucoup d'argent, du métal argent. Donc, c'est très, très intéressant de pouvoir développer un peu ses connaissances sur ce métal précieux qui est quand même beaucoup moins connu que l'or. En tout cas, il est moins connu, et puis il est moins, si j'ose dire, fréquenté par les investisseurs. Alors là, les investisseurs, je vous parle pas du particulier qui va vouloir mettre peut-être 10 000 euros sur l'argent, c'est-à-dire acheter une quinzaine de lingots. Là, je vous parle de fonds souverains, de family office, de titans de la gestion d'actifs, des BlackRock, Vanguard, etc. Donc eux, on sait qu'ils ont mis de l'or. Pourquoi ? Parce que l'or est un marché qui a la taille critique. Vous êtes au-delà des 10 000 milliards de surface ou de profondeur de marché, vous pouvez y aller. Le problème de l'argent, c'est que c'est un marché étroit et vous pouvez pas décider du jour au lendemain de dire tiens, Nvidia à 30 fois le chiffre d'affaires, c'est peut-être un peu con, même si c'est une très belle entreprise et qu'ils font des bénéfices que je ne conteste pas. Ce que je conteste, c'est de payer 30 fois le chiffre d'affaires, ce qui ne s'est jamais vu, même pendant la bulle des dot-com. Et un gérant qui se dirait, là, j'ai bien gagné ma vie sur les semi-conducteurs, peut-être que je pourrais sécuriser ça avec un petit peu d'or et d'argent. Ah mince, l'argent, là je viens de retirer 300-400 millions, je vais avoir du mal à aller chercher 300-400 millions d'argent, je vais pas les trouver là dans les volumes quotidiens, ça va pas le faire. Donc voilà, l'argent c'est bien à détenir pour soi, mais il faut savoir que
on va pas assister à une rotation sectorielle des actions ou des obligations, parce que les OAT en ce moment elles sont bien malmenées à Paris depuis le 10 juin. Il n'y a pas la taille pour basculer 5%. Par exemple, je voudrais mettre 5% de mes actifs en argent. Je suis Vanguard ou BlackRock avec mes 7 000 ou 10 000 milliards d'actifs sous gestion. Je peux évidemment pas mettre 5% en argent. Il n'existe pas. Sur l'or, par contre, c'est jouable. Et puis, vous avez les banques centrales asiatiques qui en accumulent des quantités considérables. Donc je dirais que quelque part, oui, c'est une vraie référence et il y a une vraie profondeur de marché qu'il n'y a pas sur l'argent. Bon. Eh ben, merci Philippe Béchade pour cette interview. Merci pour tous ces renseignements sur l'or et sur l'argent. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Donc, comme d'habitude, vous lui mettez un pouce vers le haut, vous commentez, vous partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.